Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à l'intelligence artificielle. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Moirand, expert en transformation digitale. Emmanuel est également l'auteur de l'ouvrage Intelligence artificielle et assurance, publié aux éditions de l'Argus de l'assurance. Avant de débuter ce webinaire, j'aimerais vous dire quelques mots sur ce livre. L'intelligence artificielle a fait son entrée dans le secteur de l'assurance, transformant en profondeur ses pratiques et ses processus. Cet ouvrage examine ces changements tout en mettant en lumière les nouvelles opportunités et les défis significatifs que l'IA représente pour ce domaine en constante évolution, comme la personnalisation des polices d'assurance, l'automatisation des sinistres, la détection de la fraude ou encore l'optimisation du service client. Suite à la publication de cet ouvrage, il nous semblait essentiel de permettre à Emmanuel de partager avec vous son expérience et ses conseils pratiques, notamment dans notre vie professionnelle, car vous le savez, l'IA est dorénavant présente dans notre quotidien. Avant de commencer, un mot sur le déroulement de ce webinaire. Il durera 1 heure avec une présentation de 45 minutes suivie d'une session de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions via le chat en cliquant sur la petite flèche orange. Et sans plus attendre, je cède la parole à Emmanuel. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là à l'heure avec la curiosité d'explorer un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, mais qui reste souvent assez mal compris. On va parler d'un mot qui fait souvent briller les yeux en réunion, mais qui parfois paralyse dès qu'on touche au terrain, c'est-à-dire ce sujet d'IA qui en concret est compliqué à assimiler. Alors, si on est honnête, l'IA, on en parle tous, mais entre ceux qui y voient une baguette magique pour la suite de la productivité, etc., ceux qui considèrent que c'est la fin des métiers traditionnels, il y a souvent un très grand silence, un flou, moi ce que j'appelle une crainte. Alors, je dirais que moi je m'appelle Emmanuel Morand, je suis dans l'assurance depuis très longtemps. Je suis passionné d'IA depuis 7 ans, je travaille l'IA depuis 7 ans, tous les matins, 3 heures dans ChatGPT. Et donc j'ai appris à jouer du piano comme tout le monde peut apprendre. Donc, tous les assureurs peuvent le faire. Aujourd'hui, je forme des back-office, des directions sinistres, des équipes internes et externes. Et en fait, les gens disent tous, est-ce que c'est pour moi l'IA ou est-ce que c'est pour les autres? Moi, je me souviens d'un gestionnaire expérimenté qui avait 20 ans de métier, qui était rigoureux, qui était investi et qui a testé pour la première fois l'IA. Et il m'a dit, moi j'ai vu le futur, mais il bosse déjà pour moi. Et donc, c'est pas une innovation futuriste, hein. Euh, En fait, si vous voulez, c'est quelque chose de déjà concret. En fait, c'est plus une option pour vous, c'est une évidence opérationnelle. Et ben, ça va trier vos mails, ça va classer vos contrats, ça va proposer vos relances, ça va gérer tous vos réseaux sociaux pendant que vous êtes en réunion. Voilà, c'est important parce que moi, je passe mon temps 2 fois par an au C de Las Vegas pendant 15 jours, en Corée du Sud pendant 15 autres jours, à traquer la tech, à être un chercheur de tech. Aujourd'hui, avec l'IA, on est en train de passer de l'autre côté. C'est vraiment une révolution que je compare à l'électrification de l'Europe en 1900. C'est un vrai sujet de civilisation. Donc déjà, dites-le dans le chat, hein. Est-ce que, à quand remonte la dernière fois que vous avez utilisé l'IA? Est-ce que vous avez déjà trié des mails, corrigé des textes? Est-ce que vous avez rédigé des messages avec l'IA? Voilà. Donc ça, c'est important que vous me le disiez dans le chat. Alors, aujourd'hui, on va pas faire une conférence sur la technique, hein. Je vais pas vous parler de deep learning, désolé, ni de matrice de confusion. On va parler de vous, de vos gestes, de vos métiers, de vos outils. Et comment l'IA les transforme en douce. C'est ça qui est important, et parfois en mieux. Alors, déjà, vous allez savoir comment l'IA se cache dans votre quotidien, sans même que vous le voyez. Après, on va ouvrir le moteur, on va voir comment fonctionne l'IA, comment concrètement, métier par métier, l'IA est en train de prendre certains espaces. Et après, on va parler de futur, parce que c'est important aussi, gouvernance, formation, stratégie. Voilà. Donc, après cette petite intro, je vais couper ma caméra, parce que je sais que vous suiviez ce que je vous dis et pas l'inverse. Voilà. Donc, acte 1, on va commencer d'abord par ce qui se voit pas. Hein. Parce il y a pas d'écran, pas de logo, pas de slogan. Pourtant, l'IA travaille déjà dans vos contrats, dans vos mails et déjà dans vos offres. Alors, la tagline que j'ai mis, l'IA est déjà dans les rouages d'assurance, oui, parce qu'effectivement, dans ce livre que j'ai écrit, j'ai vu qu'elle est déjà présente dans un certain nombre d'endroits. Alors, on imagine déjà l'IA comme une machine futuriste, euh, un robot, une voix synthétique, un algorithme, mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est déjà présent partout. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'IA, en fait, elle agit déjà. Et le meilleur exemple, c'est de voir qu'aujourd'hui, vos clients, les assurés, les sociétaires, hein, sont déjà en train d'utiliser l'IA pour vous répondre, pour travailler. Parce que les gens sont formés à l'IA. Moi, j'ai lancé des formations pour des retraités, par exemple, ou pour des jeunes. On se rend compte que l'IA est déjà utilisée dans plein d'endroits. Voilà. Alors,
moi, je vais vous donner des exemples très pratiques, par exemple. On prend l'exemple de la Maïf. Euh, Avant, il y avait 4 mails, 2 appels, un PDF. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'IA, elle lit déjà la déclaration, elle vérifie les pièces, elle croise déjà avec la base de réparateurs partenaires et elle va déclencher le remboursement. Tout ça, c'est quasiment automatique. Alors, ce qui est important, c'est que le client, il est toujours remboursé, comme avant, mais avant même d'appeler le service client. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur ces sujets d'IA avec la Maïf, c'est à 30% de gain de temps par dossier. Et avec l'IA, il y a toujours le corollaire, le client, il est toujours plus satisfait parce que ça va plus vite. Moi, j'ai fait du sinistre pendant 20 ans. Entre le moment où le sinistre arrive et l'expert se déplace sur place, le rapport est envoyé et la compagnie paye, il y a souvent 3 mois. Là, sur ces sinistres typiques comme le bris de glace, euh, on a une capacité de déclenchation extrêmement rapidement. Alors, il y a encore 3 ans, c'était compliqué. Maintenant, c'est assez facile. Alors, après, je vais vous parler d'un autre cas. C'est Allianz. Alors, Allianz, elle a utilisé le sujet, parce qu'Allianz est très en avant sur ces sujets de fraude. Elle a utilisé l'IA pour clairer les incohérences. Voilà. Alors, je donne un exemple réel, hein. Un client qui déclare 3 sinistres auto similaires en moins de 2 mois, euh, même formulation, même modèle, même type d'impact. Alors, évidemment, l'IA, elle est entraînée sur 100 000 dossiers, elle va repérer l'anomalie. Elle va pas bloquer, elle va demander évidemment un contrôle renforcé. Moi, quand j'ai commencé à travailler comme expert d'assurance, la fraude, on la faisait à la main sur des factures qu'on vérifiait. Vous voyez, c'était le Moyen-Âge. Aujourd'hui, l'IA, elle va faire tout le début du travail. Et vous allez voir, l'IA, c'est pas faire tout le travail, c'est faire tout le début du travail. C'est comme si elle disait quelque chose de bizarre, qui serait à toi de juger, mais voilà, on va pas trancher, mais elle va orienter intelligemment le dossier. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que chez Allianz, ça a eu des effets assez forts sur la fraude. Évidemment, les premiers concernés, c'est les courtiers. Moi, j'ai formé plusieurs courtiers en France pour connecter de l'IA à leur CRM. Alors, ça marche comment, hein? C'est des API de ChatGPT, de Copilot, de Gemini ou de Claude. Euh, et après, on API ça sous la CRM. Donc, ça leur permet d'augmenter la cohérence de leurs offres, d'avoir des modèles de mail quasiment pré-automatiques. Donc, on va parler effectivement, ça, on peut s'arrêter 2 minutes, sur l'automatisation des boîtes mail. C'est un sujet qui paraît très lointain, qui paraît peu proche de l'assurance, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, mes mails, j'y réponds plus. Mes mails, aujourd'hui, ma boîte est automatisée depuis 6 mois, même 1 an maintenant. Euh, L'IA est capable d'aller chercher dans mon drive des documents, de les envoyer en pièce jointe à mes clients. Elle est capable de faire des devis, de faire des factures. Elle est capable de gérer l'urgence d'un mail ou pas. Donc tout ça, c'est ce que moi j'appelle le courtier augmenté. C'est-à-dire que toute la partie quand passer à lire les mails le matin, elle n'existe plus. Voilà. C'est un vrai sujet. Et évidemment, on peut augmenter les ventes, on peut augmenter le temps pour le client. Moi, je passe plus de temps au téléphone aujourd'hui qu'il y a encore 2 ans parce que tout est géré automatiquement dans mon entreprise et je suis en train de le faire pour les autres. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, j'ai automatisé un certain nombre de courtiers assurants, des petits courtiers, mais qui ont fait le pas en tant que chef d'entreprise d'y aller. Alors, évidemment, on est sur ce sujet de mail, mais aujourd'hui, 80% des mails que vous lisez n'ont pas de valeur. Et l'IA, en fait, elle va faire toute la partie classification, spam, info interne. Elle a la capacité de proposer des réponses, évidemment, et de mettre en copie les bonnes personnes. On dit que l'IA est imparfaite. Non, l'IA aujourd'hui a fait des progrès depuis 6 mois. On se rend bien compte que les versions de ChatGPT ou de Claude ou de Copilot sont extrêmement intéressantes. Puisque la technique de l'IA, c'est qu'il y a des paramètres à l'intérieur et que les milliards de paramètres en plus qui arrivent en chaque mise à jour permettent à l'IA de devenir extrêmement cohérente. On va pas parler ici des agents autonomes, mais quand vous faites un agent spécialisé pour la lecture de boîte mail, il va savoir faire que ça, mais il va le faire bien mieux qu'une IA classique. Ça, c'est important de le noter. Alors, c'est quoi? C'est une demi-journée de gagné par semaine. Et évidemment, les gens redécouvrent leur métier. Donc moi, on me dit que l'IA, ça va tuer les métiers. Je trouve que ça permet aux métiers de s'enrichir. Moi, j'avais un sujet sur une mutuelle régionale où l'IA avait été intégrée par de la GED. Euh, Évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a extrait les clauses sensibles, compare les contrats anciens et nouveaux. On sait tous dans l'assurance, parce qu'on est tous des professionnels, qu'on avait beaucoup de mal à comparer les anciens et nouveaux contrats, la l'IA le fait. Évidemment, l'IA aujourd'hui est capable de vérifier la conformité réglementaire. Là, je fais un arrêt sur image. Imaginez que les avocats me disaient il y a 6 mois que l'IA était incapable juridiquement de tenir la route. Aujourd'hui, une IA bien paramétrée a les mêmes capacités qu'un gestionnaire juridique extrêmement bien formé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en paramétrant encore ce temps, en spécialisant une IA, vous arrivez à la faire devenir ultra cohérente. Donc le secret, il est là. Et aujourd'hui, l'IA peut même faire de la veille. Alors là, on sort un peu du sujet du slide, mais
aujourd'hui, l'IA peut faire de la veille réglementaire et stratégique et vous envoyer chaque matin dans votre boîte un mail sur une notion qui a changé dans la semaine ou dans la nuit. Donc, votre veille, c'est plus vous qui allez la faire, c'est l'IA qui va la faire pour vous. Donc, dans les RH, par exemple, si on continue sur le sujet RH, ça peut être intéressant de voir. Euh, la RH, maintenant, a changé. Dans la nature chinois, aujourd'hui, c'est l'IA qui crée les fiches de poste, c'est l'IA qui répond aux mails des candidats, et c'est l'IA qui prépare les relances d'entretien interne, et qui est même en capacité de faire un pré-entretien d'embauche, puisqu'elle fait matcher le CV avec la fiche de poste, pour que le RH ait toutes les données pour recevoir la bonne personne. Le RH dit, avant on gérait, maintenant on accompagne. Et ça, c'est une vraie différence stratégique. Et les assureurs, aujourd'hui, ont des sujets de recrutement importants. L'IA peut vraiment les aider. Donc, c'est pas futuriste, hein. C'est vraiment déjà là, tous ces sujets-là, hein. J'ai plein de noms d'entreprises que je peux vous donner. L'IA, c'est aujourd'hui, c'est déjà ce que moi j'appelle le stagiaire invisible. Alors, évidemment, c'est pas politiquement correct, mais c'est un stagiaire qui adore l'Excel, qui boit jamais de café, qui travaille 24 sur 24. Voilà. Alors, évidemment, vous pouvez effectivement automatiser vos métiers, ça c'est quelque chose qui est déjà réel, qui est fait, qui est possible. La question c'est, est-ce que vous pouviez automatiser une seule tâche dans votre entreprise dès demain? Ça serait laquelle? Est-ce que c'est les mails? Est-ce que c'est les relances? Est-ce que c'est les notes de frais? Est-ce que c'est le sacré reporting du lundi matin qu'on connaît tous? Ou est-ce que ce serait la préparation des réunions? Voilà, ça c'est à vous de poser la question. Répondez dans le chat, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Alors bon, on n'a pas encore une IA qui prépare les croissants du matin, mais quand ça va arriver, les boulangers vont l'adopter tout de suite. Alors, après, je vais revenir sur mon sujet qui est l'IA qui est là. Vous voyez qu'elle est déjà possible et implémentable dans vos entreprises. Il y a pas de taille, hein, parce que moi je travaille avec le MEDEF et les chambres des métiers de l'artisanat. Que l'entreprise fasse 50 ou 5000 salariés, l'IA est implémentable aujourd'hui. Et surtout de manière sécurisée, j'y reviendrai après. Maintenant, on va essayer d'ouvrir le moteur. On va essayer de comprendre ensemble comment comment l'IA marche, ce que ça fait vraiment et surtout ce que ça ne peut pas faire. Voilà. Alors, moi, c'est ce que j'appelle le décodage, hein. Le décodage, pour moi, c'est ce que l'IA fait réellement aujourd'hui. On est fin mai 2025. Comprendre ce que ça fait aujourd'hui. Donc, pour ouvrir le capot, euh, on va, on va se rendre compte qu'il y a une grande confusion. Aujourd'hui, derrière chaque outil d'IA, il y a un moteur, hein. C'est clair que Grok ne marche pas comme ChatGPT, ne marche pas comme DeepSeek. Ce moteur, faut le comprendre. Euh, il faut décoder, pas en Python, parce que ça, c'est pas intéressant, mais en langage métier. Alors, je vais un peu expliquer la différence entre IA analytique et IA générative. Voilà. Alors, l'IA analytique, c'est la vigie. Elle trie, elle classe, elle priorise, elle repère les signaux faibles. C'est une IA, hein, que vous utilisez tous les jours. Elle va vous dire cette demande client semble urgente ou ce comportement n'est pas atypique par rapport à l'historique. Voilà. Euh, L'IA analytique est capable de comprendre un sentiment dans un mail, de comprendre s'il y a un besoin de relancer un client ou si le client va partir. L'IA générative, c'est ce que moi j'appelle la plume. Elle va reformuler, résumer, créer du contenu. Elle va écrire vos mails, une note, un post, elle va faire une synthèse de réunion, une synthèse de contrat. Arrêtez de faire des comptes rendus de réunion, c'est fini. Elle parle ce que moi j'appelle le langage naturel, le vôtre, celui du client. Il n'y a pas besoin d'être codeur pour utiliser cette IA. Par exemple, une cliente demande une attestation personnalisée, hein. L'analytique comprend la demande, elle extrait les bonnes données et elle génère une réponse fluide, humaine et rassurante. Voilà. Donc ensemble, ces deux IA, elles forment vraiment un binôme, hein. L'une voit clair, l'autre parle bien. En rigolant, c'est un duo Sherlock Holmes-Watson, version API. Ça, c'est bien important que vous reteniez ça parce que ça fait vraiment la différence. Alors, le scoring prédictif, l'IA, elle a une puissance importante, c'est qu'elle peut prédire. Et ça, c'est vraiment fondamental dans l'assurance. Avant, on scorait la louche, âge, lieu, antécédent. Aujourd'hui, avec cette IA prédictive, hein, qui est une troisième forme d'IA, on va plus loin. On peut repérer des fréquences de déclaration, on peut repérer des incohérences subtiles dans chaque réponse, des micro-signes de surexposition de risque, par exemple, pour les assureurs. Et là, l'IA va faire ce que moi j'appelle la priorisation intelligente. Elle va pas faire des décisions automatiques. Elle va être capable de dire, là, il faut y aller ou pas. Alors, pour la santé, pour un exemple, l'IA va identifier des irritations.
les clients qui posent 3 fois la même question, ceux qui envoient une pièce jointe à la mauvaise adresse, alors ceux dont la dernière note de satisfaction est ambiguë, ça c'est une alerte douce. Et là, vous dire attention, il faut agir avant la réclamation. Donc, on se connaît bien les niveaux 1, 2, 3, 4 euh, des niveaux de réclamation des assureurs. Là, l'IA, c'est ce qu'on appelle la conversation avec la donnée. Donc c'est important de voir qu'aujourd'hui, les services de réclamation euh, vont être complètement révolutionnés par cette IA qui va éviter qu'on monte en niveau 2 ou en niveau 3. Et donc ça, c'est important parce que ça va servir toute la chaîne de l'assurance, que ce soit l'agent d'assurance, le courtier, euh, le gestionnaire de sinistre, l'expert compagnie, effectivement, et finalement, on aura peut-être moins de dossiers judiciaires et de dossiers problématiques, puisque ce que moi j'appelle cette IA prédictive va en permanence analyser les dossiers pour traiter les sinistres, mais aussi pour améliorer les polices d'assurance, donc améliorer par exemple, les clients qui sont sous-assurés, pour leur proposer une police qui couvre mieux leurs risques, ou quelque part être en capacité de proposer des contrats sur mesure. Donc ça, c'est un sujet, vous allez en entendre parler très vite, très fort, puisque par exemple en Asie, moi j'ai beaucoup utilisé la compagnie Ping An, ils ont déjà ces sujets d'IA prédictif pour l'assurance. Donc si demain vous avez un concurrent qui est sur ce sujet, la majorité des conditions, je pense, vont aller vers ce scoring prédictif. Alors, moi j'appelle après la suite de mon analyse, c'est les copilotes IA. J'appelle ça les logiciels qui ne dorment jamais. Alors, on l'a bien vu, le copilote va pas remplacer le courtier, mais il va lui mâcher le travail. Donc, ce copilote IA, il va être en capacité de proposer la meilleure offre en fonction du profil client. C'est ce qui s'est passé chez Generali. Donc, en fait, toute la partie où vous passiez un temps énorme à générer un résumé, une accroche et un bon moment pour relancer le client, l'IA va vous faire un calendrier, un planning, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que ça touche au commercial. Moi, j'ai formé 400 commerciaux d'un grand groupe. C'est la productivité commerciale qui est en jeu. C'est-à-dire que finalement, les commerciaux vont être moins fatigués et surtout, ils vont être plus dans la relation client. Et c'est ce que moi j'appelle, j'ai écrit un livre qui s'appelle l'IA émotionnelle, j'ai fait un TEDx dessus. C'est une IA qui va moduler ses propos en fonction de votre humeur du moment. C'est-à-dire que si vous êtes stressé, en pleine forme, etc., l'IA ne vous dira pas la même chose. Et ça, en termes de commercial, l'IA va analyser dans le futur ce qu'on appelle entre professionnels les signaux faibles, le paraverbal, le non-verbal, et être en capacité d'assister le commercial ou le gestionnaire, hein, le pendant sinistre est présent, à mieux gérer la relation client. Et là, l'IA va vous dire, là, tu devrais appeler la personne, elle est disponible. Et donc, voilà, c'est là où je pense qu'il y a un moment, c'est pas une IA qui va remplacer les assureurs et les commerciaux, c'est une IA qui va préparer. C'est vous qui allez conclure. Euh, je prends un exemple de CFDP, qui est une compagnie d'assurance que vous connaissez sûrement tous, protection juridique, qui depuis 2022 a utilisé ChatGPT pour assister les gestionnaires téléphoniques sur des réponses de PJ. Aujourd'hui, la synthèse qui en est faite, c'est qu'ils ont une IA qui est sur mesure maison et qui derrière est en capacité, parce que moi je les ai accompagnés, d'être supervisés. Donc toutes les semaines, on a un certain nombre de salariés qui ont été embauchés par CFDP pour vérifier, superviser, contrôler ce que l'IA apportait comme assistance ou décidait. Donc ça veut dire que ce copilote IA va permettre d'avoir des nouveaux emplois, des emplois différents. On peut faire une petite partie RH aussi dans le webinaire, c'est les métiers de l'assureur de demain vont radicalement changer. C'est-à-dire que les RH vont pas recruter les mêmes personnes. Il y aura des spécialistes en IA, il y aura des juristes en IA, il y aura effectivement des personnes capables de moduler les algorithmes et de créer des agents autonomes. Hein. C'est ce que je fais dans mes formations, c'est permettre aux gens de comprendre que l'IA, il faut la travailler, la paramétrer. Si on ne paramètre pas l'IA, elle fonctionne pas bien. Moi, j'appelle ça la fusée de l'IA, c'est-à-dire que si vous ne paramétrez pas l'IA correctement et vous ne la dédiez pas à une tâche précise, elle est moins efficace qu'une IA bien paramétrée. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, on utilise l'IA à 10% de ses capacités, comme le cerveau humain d'ailleurs, alors que si on est bien formé et qu'on est bien adapté à la fait de la paramétrer, on peut aller jusqu'à 70-80%. D'ailleurs, on a un sujet aujourd'hui que j'aborde maintenant parce que je vois bien que c'est des logiciels qui vont changer notre métier. Euh, il y a un sujet qui s'appelle l'IACT qui a été voté par l'Europe il y a quelques temps. Il y a une loi qui est rentrée en vigueur, on appelle d'appliquer directe, le 3 février 2025, qui oblige toutes les entreprises dont les salariés manipulent de l'IA, manipulent de l'IA, à, on va dire, se former. Donc à partir de 2026, on a un sujet, la CPR va contrôler toutes les entreprises, y compris celles d'assurance, et si leurs salariés ne sont pas formés à l'IA, donc
après, il faut détailler ce que c'est qu'une formation, est-ce que c'est une journée, 2 jours, etc. Il y a des amendes qui vont être mises en place et on peut aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires annuel. Vous imaginez bien l'impact derrière de ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, on vous présente un sujet qui impacte la science. Demain, il va falloir, de manière obligatoire, un peu comme des DA, se former à ces sujets-là. Voilà. Je ferme ma parenthèse, mais c'est important. Donc, là, ce qui est important, c'est que quand on voit ce sujet de copilote, il y aura moins de fatigue chez les collaborateurs, collaboratrices, moins d'erreurs d'envoi, moins de perte d'infos entre les CRM, les devis et les mails. Aujourd'hui, moi, tout est tracé puisque l'IA me trace tout et me donne mon fichier toutes les semaines de ce que j'ai envoyé comme devis, et de ce que j'ai eu comme devis signé et de ce que j'ai eu comme facture payée. Voilà. Évidemment, cette IA, elle est capable de générer des résumés, mais de rédiger automatiquement pour les clients. Pour les RH, évidemment, elle peut reformuler les offres d'emploi. Là, je donne un exemple. Moi, j'ai voulu tester ça avec Google. J'ai demandé à l'IA de prendre mon CV, qui est un CV plutôt d'assureur et de tech, pour le rendre Google compatible. Ça a été sympa parce que Google m'a appelé parce qu'il voulait savoir où je voulais rentrer chez Google. C'est-à-dire que l'IA m'a permis de m'adapter à une offre d'emploi. Donc évidemment, les RH vont faire l'inverse. Pour les juristes, là aujourd'hui, on fait un petit arrêt. On est début juin 2025. Les synthèses de jurisprudence, c'est extrêmement puissant et intéressant. Il faut juste bien paramétrer l'IA. Donc voilà, dites-vous qu'en fait, ce n'est pas une IA qui va remplacer, c'est une IA qui va préparer. Moi, je parle d'exosquelette numérique. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. J'ai juste automatisé la réponse aux appels d'offres. Je suis une petite structure, je répondais pas aux appels d'offres. Il y a 2 ans, j'ai répondu à un appel d'offres pour la Communauté européenne et j'ai gagné un appel d'offres parce que j'étais le seul à avoir répondu. Former des députés européens. Donc, ce que j'ai fait depuis 2 ans, c'est que je forme des députés européens à la gestion de crise avec l'IA. Donc, voilà, moi, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, je réponds à 15 appels d'offres par semaine. C'est pas moi qui le fais, c'est l'IA. Tout est automatisé. L'IA va être capable, finalement, d'aller faire de la veille, de chercher tous les appels d'offres sur des formations IA dans le monde. Après, ça m'envoie un mail tous les matins qui est analysé par l'IA. Les documents sont mis dans un agent autonome qui va faire la réponse à l'appel d'offres et qui après va l'envoyer effectivement à un autre agent qui va générer la réponse et c'est envoyé par mail à l'émetteur d'appel d'offres. Donc ça, c'est pour vous montrer un exemple de comment l'IA m'aide aujourd'hui à travailler. Voilà. Alors, évidemment, il y a toujours un combo entre RPA plus IA. RPA, c'est ce qu'on appelle la RPA automatisation, donc la robotique, c'est l'IA qui va faire des clics, qui va voir des fichiers, qui va faire des copier-coller. Donc ça, c'est un sujet qui est déjà plus ancien, mais l'IA, ce qu'elle va faire par rapport à ce sujet d'ouverture de fichiers, de copier-coller, elle va trier, elle va recommander. Voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'elle va plus loin. Donc, tous ceux qui étaient habitués à la RPA qui était l'analyse automatique de tout ça, l'IA va détecter les anomalies. Vous voyez, c'est là où l'IA va plus loin. Elle va vérifier la conformité réglementaire. C'est là où on voit qu'entre la RPA et le Robot Process Automation et l'IA, il y a un écart, et donc entre ce que on faisait en 6 jours, aujourd'hui on le fait en 40 minutes. Voilà. Des exclusions qui étaient très compliquées en assurance avant, aujourd'hui, même un expert d'assurance qui avait 20 ans de métier avait du mal à les comprendre, et un gestionnaire, la même chose. Aujourd'hui, il y aura une explication très claire. Voilà. Donc les équipes, en fait, elles seront moins des machines, elles vont revenir des humains. Donc c'est là où je m'oppose au concept de dire que l'IA va remplacer les métiers. L'IA va aider les gens à être plus à l'aise dans leur travail. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui avait 80 mails par jour, et on avait fait un tri, il y en avait 60% inutiles, 20% d'urgents et 10% ambigus. L'IA, ce qu'elle va vous dire, c'est tous ceux qui sont inutiles, on n'y répond pas. Tous ceux qui sont utiles, on les classe, on y répond. Résultat, sur une entreprise classique avec des collaborateurs, collaboratrices, ça fait en gros 2 heures libérées par jour. C'est énorme. Après, on parlait des réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, je poste, ça va vous faire sourire, 450 posts par semaine dans les réseaux sociaux. Alors, je confonds TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. Aujourd'hui, tout est automatisé. Le dimanche, je me connecte, j'ai tous mes posts préparés, mes photos, mes liens, etc. C'est juste de la supervision, je contrôle. Par contre, j'ai en gros 1 heure de travail le dimanche au lieu de 50 heures qu'il m'aurait fallu si j'avais dû faire ça moi-même à la main. Et aujourd'hui, mes posts ont plus de visibilité parce qu'ils sont bien faits, bien écrits, par ce qu'on appelle le reverse prompt, qui est un moyen de prompter, où on prend ce qui est bien dans les réseaux sociaux et on refait quelque chose de similaire pour que ça soit vu et plus vu. Donc, on devient orchestrateur de contenu. Ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises à automatiser leur production de contenu sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut permettre aux PME et aux TPE d'avoir une image, et l'IA le permet aujourd'hui. Un contrat, 48 pages scannées. Autrefois, vous voyez bien, vous l'avez sûrement connu, on mettait 1 heure et demie à tout stabiliser, tout contrôler, tout vérifier.
Là, l'IA, en fait, en 3 secondes, elle a cerné les incohérences, une clause floue et des décisions douteuses. Et à vous rédiger un résumé clair que vous pouvez envoyer effectivement ou à votre client ou à l'expert qui est en charge du dossier. Après, évidemment, les offres, c'est compliqué dans l'assurance, on le sait tous, c'est des données clients, évidemment, c'est de l'historique, c'est des préférences exprimées. L'IA, elle va vous générer une nouvelle offre avec des bons arguments, un bon timing, un bon ton. Donc voilà, si aujourd'hui, on va dire, on est en capacité de faire une démo, parce que je vais pas vous faire une démo aujourd'hui ici, ça serait compliqué dans le webinaire, mais je vous mets n'importe quel contrat d'assurance ultra compliqué en chinois, en anglais, ou avec 15 avenants, il va vous le lire en 15 secondes et dire, écoutez, il y a 2 exclusions qui sont contradictoires, la référence RGPD, elle est obsolète, et vous êtes encore en train de lire le préambule. Donc ça, c'est un sujet très simple. Euh, vous allez avoir un sujet de changement intense dans votre métier. Alors, est-ce qu'on peut ici ensemble être honnête? Il y en a plein qui ont testé de l'IA dans votre métier. Dans le chat, vous pouvez lever la main ou mettre si vous avez déjà testé des IA. Moi, je pense qu'en France, on a un vrai sujet là-dessus. On a honte d'utiliser l'IA pour travailler. Moi, je m'ai assisté par l'IA dans mes documents depuis longtemps. Dans tous les autres pays du monde, soit en Asie ou aux États-Unis, ou même en Afrique, hein, eux, quelque part, ils utilisent l'IA sans aucun problème, parce que pour eux, c'est un outil. Donc, je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on travaille avec l'IA. Voilà. Alors maintenant qu'on a décodé un petit peu ces moteurs d'IA, il y a une question qui est vraiment claire. Qui pilote dans l'IA? Qui décide? Et qui met les garde-fous? Voilà. Donc, il faut rendre cette puissance utile sans devenir esclave de la machine. Donc ça, pour moi, l'humain doit être stratège. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on comprenne ce que l'IA apporte et comment il faut se former. Alors moi, c'est ce que j'appelle la gouvernance, hein. Pour moi, l'IA reste un outil, l'humain reste le stratège. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je vois trop de personnes qui envoient des mails, publient sur les réseaux sociaux, sans relire, sans contrôler, et ça se voit parce que l'IA, heureusement ou malheureusement, émet des signes qui fait qu'on peut voir que c'est l'IA qui a écrit. Donc l'IA sans relecture, sans supervision, ça pose un vrai problème et c'est ça qu'il faut éviter. Alors, évidemment, il faut cadrer l'IA, mais cadrer, c'est sans bloquer. L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de l'encadrer intelligemment. Alors, je fais juste une petite parenthèse là-dessus par rapport à la vision mondiale de l'IA. Vous avez en gros trois blocs. Vous avez les IA américaines, alors ChatGPT, hein, OpenAI qui appartient à Microsoft, Copilot, qui est une IA qui appartient aussi à Microsoft. Je fais une parenthèse aussi, mais je reviens là-dessus. Vous avez Claude, qui est l'IA d'Amazon, Tropic, qui est une IA très performante, qui est utilisée par Doctolib, donc qui est très protecteur de données personnelles. Vous avez Gemini, qui est l'IA de Google, donc ça, c'est les grandes IA. Après, vous avez une IA américaine qui est moins éthique, et c'est pour ça que j'en parle, qui s'appelle Grok. Donc, c'est l'IA Elon Musk, qui est basée sur Twitter, qui équipe les Tesla, les robots Optimus, SpaceX, etc. Donc, c'est une IA qui est extrêmement performante, qui a des capacités supérieures aux autres, puisqu'elle est capable d'aller dans tous les réseaux sociaux, pas que Twitter, pour chercher de l'information. Elle est fun, elle est complètement débridée. Donc, sans méfier, par contre, l'utiliser, oui, parce qu'elle est très performante. Après, vous avez un bloc qu'on appelle les IA européennes. Alors, il y a Mistral aujourd'hui qui est en avant. La réalité, c'est que Mistral a été racheté par Microsoft il y a quelques temps. Donc, capitalistiquement, c'est une IA qui est américaine, avec des serveurs basés en France, qui est très utile. C'est beaucoup Mistral en API. Deuxième sujet, après, c'est les blocs asiatiques. Donc, il y a beaucoup d'IA en Asie, en Corée, au Japon, en Chine. DeepSeek, vous en avez entendu parler. Il y en a une qui est très très importante aujourd'hui, qu'il faut absolument que vous testiez, qui s'appelle Manus. Je peux envoyer des codes à certains si vous voulez. Manus, qui est une IA ultra puissante. Donc, c'est une IA qui se positionne différemment des autres. Vous avez les IA dont je vous parle, qui en 30 secondes vous apportent une réponse. Manus, en grossissant le trait, elle met 5 heures pour apporter la moindre réponse. Par contre, elle vous fait une analyse extrêmement puissante avec des documents de 500 ou 1000 pages derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle les IA, les slow IA. Donc, ces IA-là, elles sont chinoises. Alors, évidemment, il y a le même problème qu'avec Grok, c'est des IA où il y a une problématique d'éthique derrière, mais comme toujours, je pense qu'il faut être capable de comprendre et de faire fonctionner toutes les IA pour faire un choix. Si je suis une entreprise aujourd'hui, j'ai un choix d'éthique, de RGPD, de sécurité, donc je vais prendre des IA protectives de données personnelles. Donc là, c'était contrats Microsoft, OpenAI, Claude ou Gemini, donc des contrats GAFA, où les données personnelles restent dans un disque dur ou dans un cloud sécurisé sous Azure. Donc là, pour l'entreprise, il n'y a pas le choix. Vous êtes obligé de passer par une IA sécurisée. Par contre, vous pouvez très bien faire des tests après sur des IA moins sécurisées pour avoir une autre analyse. Parce que ce qu'on appelle la méthode OPRO,
L'IA, il faut être capable d'utiliser plusieurs IA pour pas dépendre d'une seule. Vraiment, c'est important parce que sinon, on perd sa faculté d'analyse. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un peu ce sujet. Nous, on est en Europe, on est protégé par l'IA Act, où les données personnelles sont protégées, où les données doivent être structurellement en Europe. OpenAI est en train de créer un data center près de Châteauroux, de 250 hectares pour héberger ces données en Europe, parce que sinon, bah, évidemment, ça ne pourra pas être utilisé par les entreprises. Donc on est protégé. C'est un vrai sujet, on a cette chance-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a un sujet qui est important, c'est que ces données, elles sont protégées, mais dans les autres pays, il n'y a pas de protection. Donc, il va pas falloir qu'on crée des chartes trop complexes qui nous bloquent, parce que il y a un effet qui est important, et ça, je suis assez cash avec ça. Il y a un effet Kodak. Si les collaborateurs et les chefs d'entreprise dans l'assurance n'expérimentent pas, ne testent pas, il y a un sujet de décrochage. On est vraiment sur un sujet. Alors, je prends l'exemple d'AMR, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est important. Ils ont mis en place une charte des IA génératives avec des règles assez simples. Ne jamais entrer de données personnelles dans un chatbot public, voilà. Déclarer les prompts créés pour un usage régulier, donc ça c'est on structure une bibliothèque. Utiliser un label interne pour des réponses générées par des IA avant ou externe, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut superviser absolument une réponse avant d'envoyer. Évidemment, on a d'autres sujets d'exemples, parce que là je rentre dans des exemples. Une mutuelle régionale qui a organisé un IAthon. Chaque équipe devait identifier les tâches à automatiser avec l'IA et pitcher la solution retenue. Donc, ils ont généré 6 projets concrets qui ont été lancés, tous portés par des opérationnels internes et externes. Donc, quand on parle de gouvernance, en fait, c'est pas poser des barrières, c'est ouvrir des couloirs sécurisés. Parce qu'évidemment, si vous ne sécurisez pas, l'IA peut partir en freestyle. Je vous ai parlé de Grok, de Manus et d'autres IA qui sont moins sécurisées. Celles-là, les utiliser pour tester, oui, mais les utiliser pour travailler, malheureusement, c'est pas assez sécurisé. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il faut se former. Alors, se former, moi, je vais être très cash avec vous. C'est faire de l'IA tous les jours. Il faut que tous les matins, il y ait un réflexe avec le café. On travaille sur l'IA qui est retenue par l'entreprise pour être en capacité d'avoir des réflexes. Le problème de l'IA, c'est comme une nouvelle langue. Il faut la parler, il faut la pratiquer. Et donc, évidemment, il y aura des gens qui vont être terrorisés par l'IA. Il y a des gens qui vont s'en servir déjà. On a des cas très différents dans une entreprise. J'ai fait un article euh, sur l'IA anxiété, hein, qui est avec Dalloz, pour montrer qu'il y avait une IA anxiété dans l'entreprise. Moi, je pense qu'il faut faire des micro-formations IA. Alors, évidemment, au départ, il faut 2 jours minimum, hein. Moi, mes formations durent minimum 2 jours, sinon c'est pas la peine. Après, je pense qu'il faut des micro-formations de 30 minutes par métier, peut-être tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, avec des cas concrets, des créations de prompts personnalisées. Moi, j'accompagne déjà pas mal de courtiers sur l'intervention rapide et efficace en visio toutes les semaines. Donc, en fait, l'IA, ça va pas remplacer, ça va transformer, mais il faut pas attendre. Donc, évidemment, il faut convaincre l'ensemble des collaborateurs, collaboratrices. Donc, former le COMEX et les managers, c'est bien, mais il faut former tout le monde. Donc, ces micro-formations, moi, je le fais avec un groupe mutualiste et ça avance très bien. C'est des micro-formations de 30 minutes qui ne prennent pas trop de temps dans la journée des collaborateurs, collaboratrices. Mais il faut qu'ils travaillent avec elles, il faut qu'il y ait soit un bon collègue. C'est vraiment pas. Voilà. Alors, évidemment, il y a des leaders qui travaillent, hein. Euh, évidemment, chez AXA, ils ont pris de l'avance sur l'IA il y a quelques temps. C'est une nouvelle grammaire métier pour eux. Voilà. L'IA, elle est intégrée partout dans le concept de produit, dans la relation client, dans le pitage classique. Et il y a une insurtech, donc on a beaucoup en Chine, qui utilise l'IA pour lancer des offres 100% générées par l'IA. Alors, vous allez dire que c'est inadmissible. Euh, Aujourd'hui, on a des journaux qui ont fait des éditions 100% IA. Il y a des assureurs qui font des offres 100% IA. Voilà. Donc ça, c'est un sujet. Les IA sont des bêta-testeurs. Et donc, il faut aller jusqu'au bout du bêta-test, ce que je cherche à vous transmettre comme info. Donc là, après, effectivement, pour moi, les vrais activateurs, c'est effectivement les managers et les commerciaux. Voilà. Pour moi, c'est ceux qui doivent, à mon avis, commencer à travailler tout de suite. Pour les commerciaux, c'est important puisque, si vous voulez, c'est eux qui peuvent s'en servir très vite. Moi, j'ai un exemple assez clair pour vous. Euh, L'aide à la rédaction de réponse client, la gestion du nom. Quelqu'un à qui on répond non, l'IA est très forte pour ça, pour relancer de la bonne manière. En analysant le profil psychologique du client, ça, je ne vais pas en parler ici parce que c'est une vraie formation, mais moi j'utilise beaucoup le MBTI, les analyses de coaching pour répondre à mes clients maintenant, parce que l'IA est très forte là-dessus. Il y a eu des sujets chez Covea d'ateliers un prompt utile par séminaire.
Donc en 6 semaines, leur équipe avait construit des bibliothèques de prompts internes. Et ça, c'est important que ça passe par l'interne. Euh, Moi, je pense pas qu'il faut former les gens à survivre avec l'IA. C'est pas un kit de survie que je propose, c'est plus un kit de travail. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Euh, alors, je reviens sur AXA. Eux, ils sont basés sur l'assurance santé. J'ai fait une digression. Ils ont mis en place un outil de pre-underwriting basé sur l'IA pour réduire le traitement des dossiers complexes. Parce qu'on savait qu'un dossier complexe était sur mesure, traité à la main. On savait très bien qu'il y avait 15 experts, il y avait un inspecteur de compagnie, il y avait un directeur sinistre. Eux, ils se sont attaqués aux dossiers complexes sur la partie santé et ça marche. Alors, bon, on connaît tous le coup qui avait indemnisé son intervention humaine. Alan, lui, tous les mails entrants, et ça c'est vrai, passent par un système d'analyse IA qui propose une pré-réponse qui est rédigée et qui est validée ensuite par un conseiller. Voilà. Donc chez Alan, maintenant, l'IA, c'est pas un gadget, c'est un levier de productivité et de qualité. Voilà. Donc ça, c'est important. Dans une entreprise, c'est toujours le COMEX qui va impulser, mais les managers vont activer. Et donc c'est eux qui voient les frictions et qui osent tester. Et tant qu'effectivement un manager va pas se mettre avec son équipe à construire un workflow complet, ça marchera pas. Voilà. Euh, donc des postes entretien client supervisés par l'IA, analysés pour ajuster le discours travaillé, c'est déjà des sujets. Et moi, je pense que dans chaque service d'une compagnie ou d'un courtier, il faut un capitaine IA. Pour moi, c'est le nouveau métier. C'est pas un expert IA, hein, c'est quelqu'un qui ose dire et si on essayait. Ça, c'est vraiment important que vous ayez des capitaines IA un peu partout dans vos structures. Alors, moi, je pense qu'il y a un vrai appel à l'action collectif. Le monde de l'assurance va changer, et ça, je suis convaincu de ça. Euh, Par quoi vous allez commencer demain matin? Parce qu'aujourd'hui, il est 15 heures quasiment. Est-ce que vous allez travailler sur le sujet d'automatiser un reporting, de relire un contrat avec Claude ou ChatGPT? Est-ce que vous allez générer un post LinkedIn en 30 secondes? Est-ce que vous allez créer un prompt qui sera utile pour votre équipe? Écrivez-le dans le chat là, par rapport à ce que je dis, si maintenant vous avez une première idée, parce qu'on va compiler vos réponses dans un PDF qu'on enverra à ceux qui étaient présents. Parce que je pense que c'est important de voir un peu la réaction de chacun. Voilà. Euh, Aujourd'hui, il faut plus que former vos équipes, il faut les accompagner. Alors moi, ce que je fais, je vous propose rapidement, c'est pas pour faire la publicité, mais moi, je propose des conférences. Je fais beaucoup de conférences un peu partout dans le monde. Là, je pars à Tunis pour travailler avec un assureur sur une conférence de l'IA dans l'assurance. Il faut vraiment acculturer les gens, mais surtout briser les mythes d'une IA qui va remplacer l'humain. Et ça, c'est important si vous avez besoin de conférences. Après, je forme sur 2 jours et après, je fais des sessions express par thématique. Et après, j'accompagne plutôt des PME, des TPE sur des sujets d'implémentation directe de l'IA. Donc, automatiser une boîte mail, automatiser effectivement la publication sur les réseaux sociaux, automatiser la relation client, automatiser les RH. Tous ces sujets-là, l'IA va pas automatiser à 100%. La vraie réponse, c'est que l'IA va être capable d'optimiser 30 à 40% de votre activité. Et ça va donner du temps à vos équipes derrière. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai sujet de travail concret. Alors, pour moi, je pense pas que l'IA va vous remplacer. Moi, je suis convaincu que les nouveaux métiers sont en train de se créer et que l'assurance, comme tous les secteurs, va se transformer et l'assurance de dans 5 ans ne sera plus l'assurance d'aujourd'hui. Voilà. En fait, ceux qui savent l'utiliser vont redessiner les règles du jeu. Donc, en fait, c'est un vrai impact de savoir si ça va de l'IA. Et donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie de réécrire la suite. C'est un peu mon analyse à moi. Donc, moi, on parle souvent de transfo digital. Ça, c'est mon sujet. Euh, Merci pour vos réactions dans le chat, hein. On va prendre quelques minutes après pour y répondre à vos questions. Euh, Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est plus qu'une transformation digitale. Vous avez parlé d'électrification des campagnes en 1900. Pour moi, c'est une transformation de l'attention. Le métier en soi va changer. On, on va choisir ce qu'on fait nous-mêmes, ce qu'on garde parce que c'est notre intérêt, c'est notre plus-value, notre valeur ajoutée, et ce qu'on va déléguer à l'IA. Et selon les métiers, selon les secteurs, on va déléguer plus ou moins à l'IA. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un assureur, s'il est présent lors du sinistre, physiquement, réellement, qu'il accompagne son client et qu'il lui trouve une solution, il a une énorme plus-value à apporter. Parce qu'aujourd'hui, je vois trop de sinistres où il n'y a pas d'agent, pas de courtier, pas d'assureur qui est là.
et où l'expert est en prise directe avec l'assuré dans des sujets qui sont parfois complexes, et même sur des petits sinistres, parce qu'un client entreprise majeur qui a un dégât des eaux chez lui, pour l'assureur, il a le même impact que si c'était son entreprise qui avait un sinistre à 5 millions. Donc, si l'assureur peut être plus présent sur le terrain parce que l'IA lui permet d'aller plus vite, il y a un vrai enjeu. Voilà. Donc, voilà, moi, il ne va pas vous remplacer. Euh, Moi, il faut vous former, je pense que c'est important. Ne pensez pas que l'IA, vous l'utilisez à 100% parce que moi-même, j'ai mis 3 ans avant de l'utiliser à 100%. Et je pense qu'il faut vraiment se former. Il faut être curieux, il faut être stratège. Ça vaut la mettre ou pas la mettre. Voilà. Donc, je vais redonner la parole effectivement à, à ma chère co-conférencière pour parler un petit peu du livre. Moi, le livre, en clair, j'ai passé 6 mois à l'écrire l'année dernière. Et c'est la somme des recherches que j'ai fait dans des compagnies françaises, évidemment, mais aussi américaines et asiatiques, pour montrer ce qui était déjà automatisé là-bas. Et vous, dans vos compagnies, vous avez déjà fait une partie du chemin depuis 6 mois. Maintenant, je pense qu'il faut passer la 5e. Voilà. Donc, je laisse la parole à Oriane. Donc déjà, merci beaucoup à Emmanuel pour cette présentation. Alors, slide 29, donc vous avez posé donc une question et voilà, je voulais un peu revenir parce qu'en effet le chat a réagi. Donc les questions, c'était par quoi allez-vous commencer dès demain? Donc vous avez proposé automatiser un reporting, générer un post LinkedIn en 30 secondes, lire un contrat avec Claude ou GPT, former votre équipe à construire un prompt efficace. Et en fait, ce qui est important de remarquer dans les réponses, c'est qu'en fait, tout le monde a une réponse un peu différente. Donc on voit qu'il y a vraiment un besoin qui s'est créé. Automatiser un reporting donc revient 2 fois. Générer un post LinkedIn revient 1 fois. Une personne nous dit aussi, je vais sûrement essayer de comparer des contrats dans l'immédiat. Le prompt efficace, c'est aussi une réponse. Automatiser mes emails. Donc, on voit en fait que toutes les personnes ont en fait un besoin vraiment différent d'utilisation de l'IA, quoi. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, on parle toujours en termes de transfert digital de cas d'usage. L'IA, en fait, elle va aller beaucoup plus loin qu'un cas d'usage, puisqu'en fait, si vous voulez, euh, elle peut autant intervenir. Un exemple tout simple, le courtier assurance ferme son cabinet à 18h, il ouvre à 8h du matin. Aujourd'hui, elle est capable, avec un agent IA, aujourd'hui ça devient de plus en plus facile d'en faire, de répondre à des appels clients entre 18 et 22h par exemple, de préparer des formulaires et de remplir des formulaires pour le client avec un bot qui parle, hein, avec une IA clonée, sans latence, vous ne savez même pas que c'est une IA qui vous parle. Donc ça, elle peut vraiment travailler sur ce sujet de compléter les horaires d'ouverture de l'agence, ou du courtage ou même de la compagnie. Elle peut même être en capacité finalement, en termes d'assistance, d'aider en temps réel. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être en capacité aussi de gérer le sujet des RH, donc le recrutement, l'onboarding, les entretiens annuels qui peuvent être gérés aussi grâce à une assistance IA. On peut aller sur les sujets finances, comptables, tout ce qui est bilan, analyse de bilan, BP, etc. Même pour les startups, il y a des insurtech qui sont là aujourd'hui. Utiliser l'IA à 300% pour vos decks et pitch investisseurs parce que c'est un sujet majeur en termes de capacité. On le sous-exploite aujourd'hui. Réponse aux appels d'offres, sujet plus basique qui est l'automation de la boîte mail, automatisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je comprends plus que les gens fassent des PowerPoint, des Excel, ça ne sert plus à rien. Je suis assez cash, hein, désolé, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut automatiser tout ça, puis surtout, il faut utiliser des logiciels qui sont performants pour faire la présentation. Le webinaire, je l'ai fait avec un logiciel spécialisé. Ça m'a pris 25 heures comme ce que je faisais avant. Aujourd'hui, l'IA nous rend adaptables. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, d'après ce qu'on comprend, il y a plein de questions. Euh, Testez chaque fois vos questions. Vous dites pas que c'est impossible. Dès que vous le testerez, vous verrez que l'IA le rend possible. Et est-ce que vous avez du coup des logiciels précis à, à recommander, par exemple là pour faire le PowerPoint ou autre, ou même trier des mails, enfin, quelles sont un peu vos bonnes recommandations? Alors, ce qui est important, c'est déjà, on veut tout de suite partir d'une IA spécialisée, un logiciel, une plateforme. Moi, ce que je vous dis, c'est travailler déjà avec ceux qui existent, que moi j'appelle les IAG, c'est-à-dire ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, qui sont des IA ultra performantes, qu'on sous-exploite complètement, avant de partir vers un logiciel spécialisé qui va avoir un coût important. Donc mon sujet, c'est d'abord travailler avec des IAG, et après, vous pouvez aller vers des IA spécialisées pour avoir des besoins très précis. Mais 80% du travail est abattu par une IAG. Il n'y a aucun problème avec ça. Et du coup, on utilise bien plusieurs IA pour arriver à nos fins.
une ne suffit pas Alors, forcément et il y a tout un panel en fait. alors, il y en a une qui va être celle de l'entreprise que la compagnie ou le cabinet de courtage aura pris, qui sera l'IA validée par la DSI, sécurisée, etc. Et après, il faut être capable d'avoir une autre IA pour faire des tests, pour voir, pour comparer. Voilà, je pense que c'est important. Euh, Parce que il faut pas s'enfermer avec une seule solution, il faut être capable au moins d'avoir deux solutions en test pour avoir une vision globale. On avait des questions aussi donc qui concernaient les outils. Quels outils donc d'intelligence artificielle concrets sont utilisés aujourd'hui par les assureurs pour prédire les risques? Alors aujourd'hui, dites-vous que derrière le mot IA, il y a ce qu'on appelle une bibliothèque mondiale. C'est-à-dire que toutes les IA aujourd'hui ont des bases de données qui sont tellement vastes euh, que, on va dire, on va me parler d'une IA spécifique. La réalité, parce qu'on va dire la réalité aujourd'hui, c'est que souvent c'est des API de ChatGPT, de Claude, de Copilot, de Gemini ou de Mistral qui sont utilisés avec une interface utilisateur maison, mais derrière, c'est souvent ce qu'on appelle des API. Donc, je sais pas si les personnes qui sont là voient ce que c'est qu'une API, mais c'est un connecteur qui se connecte à l'IA générale pour traiter l'information. En fait, tout est dans le paramétrage et dans la spécification de l'IA. Donc ça, c'est un vrai métier. Euh, mais des solutions spécifiques pour faire du prédictif, l'IA en elle-même est capable de faire du prédictif parce qu'elle a accès à toutes les bases de données. Et en plus, vous pouvez lui demander d'aller chercher dans telle base de données spécifique. Et ça, donc, c'est évidemment relié à la base de données de l'entreprise pour faire du prédictif. Donc, aujourd'hui, les solutions, euh, une IAG suffit amplement, bien paramétrée pour faire du prédictif. Alors, on a une question en effet. Est-il recommandé de passer par une agence spécialisée IA pour développer un outil de tarification ou traitement des emails, par exemple? Alors, tarification, traitement des emails, c'est pas la même chose. Traitement des emails, aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a pas besoin de compétences métiers pour développer un outil de traitement des emails. Par contre, pour la tarification, qui est un sujet euh, fondamental et central en assurance, il faut prendre une agence IA qui soit, entre guillemets, spécialisée dans le sujet de l'assurance. Voilà, parce que c'est important. Je pense qu'il faut connaître le métier pour travailler. Euh, Moi, aujourd'hui, j'ai en gros 40% de mon activité, c'est dans l'assurance parce que j'ai travaillé 25 ans dedans. Donc, si vous avez une agence IA à choisir, que ce soit la mienne ou une autre, il faut vraiment savoir ce que la personne sait faire, au départ en termes de compétences, parce que il faut vraiment comprendre le sujet. Moi, je dis toujours que l'IA, si vous êtes mauvais, vous resterez mauvais. Si vous êtes très compétent dans votre métier, vous serez encore plus compétent. Donc vraiment faire attention, je pense aux agences fleurissent comme des champignons avec des gens qui ont 20 ou 25 ans, parce qu'ils connaissent pas le métier. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, pour s'adapter à une entreprise, il faut vraiment connaître le métier de l'entreprise, ou en tout cas avoir travaillé en entreprise pendant un certain nombre d'années. Et du coup, alors, qui peut paramétrer une IA finalement? Alors, ça vous paraît, ça vous paraît très compliqué, mais quelqu'un qui est formé pendant 2 jours, après derrière, il va être capable de paramétrer, hein. C'est pas 2 mois ou 2 ans de formation, c'est 2 jours, hein. Après, il y a la partie automatisation développement où là, c'est des spécialistes, c'est toujours les développeurs qui vont le faire. Mais sur la partie paramétrage d'une IA, je pense que demain, il faut que toute personne qui soit dans une compagnie d'assurance, dans un cabinet de courtage, soit capable de le faire. C'est pas sorcier en fait, c'est juste vous êtes capable d'aller sur Internet et de vous connecter au web. Ça, c'était en 2000. Demain, vous êtes capable d'aller dans une IA et de la paramétrer. Et ça, c'est 2025. Mhm. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez évoqué un terme intéressant, l'IA anxiété. Et en Ouais. effet, il faudrait en effet que... C'est quoi en fait vos petits conseils que, comme vous avez dit, que chacun essaye de prendre 5-10 minutes par jour pour déjà voir comment il peut appréhender l'IA? Ouais, alors, il y a déjà un sujet majeur, c'est que si vous gagnez 2 heures par jour, est-ce que vous pouvez pas en perdre une demi-heure à vous perfectionner en IA? Voilà. Vous gagnez tellement de temps à la fin que vous allez en perdre pour superviser, pour vous former, etc. Ça, il y a un vrai sujet important. Et deuxièmement, l'IA anxiété, c'est parce qu'on forme aujourd'hui que les comex et les managers, on forme pas tous les salariés. Et je pense que il faut vraiment former tout le monde dans l'entreprise parce que tant que quelqu'un n'est pas formé, il va être IA anxieux. Vous voyez? Alors que s'il a testé, il a compris que c'était pas sorcier, c'était pas non plus très compliqué et surtout que ça allait pas le remplacer. Je pense que tout le monde deviendra proactif et là on aura gagné la bataille. En plus, on a un sujet, j'en ai parlé de l'IACT, hein, 2026, les entreprises d'assurance vont être obligées de former tous leurs salariés. Sinon, il y aura des sanctions. Donc, il y a un moment, autant y aller en amont, former tout le monde en 2025 que d'attendre 2026 et le bâton de la CPR. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et du coup, cette anxiété, elle provient toujours du fait que, voilà, on s'imagine que
que l'IA va nous remplacer dans nos métiers? Comment est-ce qu'elle elle est venue, en fait, cette anxiété? Alors moi, on me sort toujours le même problème, l'image de Terminator. Donc ce film, il a 30 ans, il a marqué tout le monde, sauf qu'en fait, l'IA, c'est pas Terminator du tout. Euh, L'IA, c'est ce que moi j'appelle un compagnon numérique, un exosquelette numérique. Et donc, les gens ont peur des potentialités. Aujourd'hui, l'IA, elle vous apporte des réponses, elle est capable d'analyser une situation et de prédire une situation. Euh, je vous donne juste un exemple. Il y a des métiers où l'IA avance très fort, c'est les métiers où on n'arrive pas à recruter. Quand une entreprise n'arrive pas à recruter, l'IA va prendre la place. Moi, j'avais mis de l'IA, alors ça va vous faire sourire, dans un petit garage, dans un petit village perdu où le garagiste, son assistante est partie en retraite. Au bout de 6 mois, il trouvait personne parce que dans les petits villages, on n'arrive pas à recruter. Et je lui ai mis une IA qui appelait ChatGPT pour faire les devis, faire les factures. Vous voyez, c'était quelque chose d'assez simple. Il avait plus l'administratif à gérer. Au bout d'un an et demi, il a retrouvé quelqu'un, il a débranché l'IA, il a repris une collaboratrice pour faire ce sujet administratif. Donc voilà, il y a plein de secteurs aujourd'hui où on n'arrive pas à recruter. Il est évident qu'il y va y aller au Japon, il y en a dans les hôtels, il y en a dans les maisons de retraite, il y en a partout parce qu'ils ont une position très vieillissante, donc il n'y a plus de jeunes, et donc résultat, ils ont mis des robots partout. Nous, tant que le métier attire et que l'entreprise peut recruter, l'IA va être un complément qui va rester à sa place, qui va faire peut-être 20 à 30% du boulot, pas plus. Donc voilà, il y a cette peur de remplacement qui n'est pas existante. Et moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ça c'est important, je vois des créations d'emplois. Je vois vraiment des métiers où l'IA crée des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur le sujet. Et ça, il faut le prouver aux gens, et on ne prouve pas à quelqu'un que c'est un sujet positif s'il ne le teste pas, s'il n'est pas à l'aise avec. Excel, PowerPoint, Word, dans les années 2000, les gens ne savaient pas comment s'en servir, c'était très compliqué. Aujourd'hui, tous les collaborateurs d'une compagnie d'assurance savent ce que c'est que Word, Excel et s'en servent parfaitement. Donc il faut que ça devienne pareil, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une question en effet sur le coût. Est-ce que du coup, les versions payantes comme celle dans le chat, on dit 200 $ par mois de ChatGPT, vaut le coup? Hmm. Alors en fait, c'est une question qui est un peu. Alors, non, 200 euros par mois, je vois pas l'intérêt. Je vais être clair avec vous. ChatGPT, c'est 25 $ par mois. Claude, c'est 25 $. Ils sont tous entre 20 et 30 $ par mois. OK? Les 200 $, c'est une version pour faire de la vidéo avec Sora. Moi, je l'ai prise. Elle n'est pas exceptionnelle. Et surtout que les Chinois sont en train de faire des IA beaucoup moins chères. Donc, comme toujours, on aura une course au prix. Donc, je pense que demain, l'IA sera pas gratuite, mais elle va arriver au niveau d'un forfait téléphonique ou d'un forfait Internet. Donc, on va être en dessous des 10 euros à un moment. Donc, ne prenez pas des versions ultra chères, ça sert à rien. Déjà, le fait d'avoir une IA payante, vous avez un algorithme qui est suffisamment véloce et compétent. Par contre, pour répondre à votre question, sur la IA gratuite, je déconseille à tout le monde de s'en servir. Pourquoi? Parce qu'elle est plein de préjugés, plein de biais, plein de problématiques. Elle hallucine, elle répond à côté. En fait, l'IA gratuite, c'est le freemium, donc c'est le côté vous testez, et vous testez quelque chose qui est pas performant. Donc toutes les personnes qui utilisent une IA gratuite aujourd'hui ont un mauvais ressenti face à l'IA en disant ça ne fait que ça. Oubliez, l'IA gratuite, c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Aujourd'hui, pour vous abonner à Internet ou utiliser votre téléphone, vous avez un abonnement. Sinon, vous ne pouvez pas vous en servir. Pour moi, le gratuit, c'est vous le produit. Entendu. Est-ce que un acteur spécialisé en IA pour l'assurance et pour courtier existe? Non, aujourd'hui, il y a pas d'acteur spécifique parce qu'on est sur un marché qui a 2 ans, donc 2 ans et demi qui est très récent. Par contre, moi, ce que je pense plus, c'est que si les entreprises veulent implémenter l'IA et l'utiliser, premièrement, c'est se former, et deuxièmement, c'est prendre une agence ou une entreprise dont dont les dirigeants, les collaborateurs, collaboratrices ont de l'expérience métier. C'est les agences IA qui poussent comme des champignons avec des gens qui ont 20 ans, c'est bien, mais ils connaissent pas comment fonctionne l'entreprise RH, finance, expérience client. Donc, il faut vraiment prendre des boîtes où les gens ont de l'expérience. Voilà. Après, il n'y en a pas de spécialisation aujourd'hui. Alors, une autre question, en effet, c'était un vrai sujet. Comment s'assurer de la sécurité des informations soumises à l'IA? Alors, déjà, si vous voulez parler de protection des données, c'est évident qu'il faut une IA entreprise, un contrat entreprise sécurisé sous Azure. Donc là, en clair, tous les fournisseurs maintenant ont des contrats sécurisés. Donc là, la question se pose pas. Ne pas prendre de compte perso, ne pas utiliser de compte perso avec l'IA si vous avez des données personnelles ou d'entreprise confidentielles. Moi, je suis officier de réserve dans la gendarmerie, donc je connais bien le problème. Je travaille au ComCyberNI. Le problématique des données non sécurisées, je connais. Donc ça veut dire que prenez un compte entreprise, sécurisez-vous. Après, euh,
le fait que l'IA ne se trompe pas, si vous faites des agents autonomes, euh, vous allez avoir une IA qui va se tromper très peu, beaucoup moins que l'IA gratuite. Par contre, il faut toujours superviser parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite erreur d'interprétation. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, l'IA, par rapport à il y a 2 ans, se trompe quasiment plus. Par contre, il faut toujours superviser et relire ce que l'IA produit avant d'envoyer ou avant de communiquer. Voilà, il faut que l'humain soit derrière la machine. Du coup, vous avez répondu à la prochaine question. Comment être certain de la fiabilité des réponses reçues de l'IA? En fait, il faut superviser. Ah, mais tout le temps. Et puis de toute façon, dites-vous que vous gagnez 2 heures. Pourquoi pas en perdre une demi-heure à contrôler? Pour moi, on va beaucoup être plus des superviseurs de data que des créateurs de data. Et ça, c'est plutôt passionnant parce que intellectuellement, moi, ça fait 5 ans maintenant que je suis tous les matins dans ChatGPT. Je suis pas devenu abruti. Je joue au ping-pong avec l'IA. Je suis pas souvent d'accord. Et je trouve que c'est plutôt intéressant comme manière de travailler. Je reviens donc tout à l'heure sur ce qu'on a évoqué sur la notion un peu d'anxiété liée à l'IA. C'est vrai qu'aussi quand l'IA est arrivée sur le marché, en tout cas quand on en a beaucoup parlé, il y avait un peu une peur que certains métiers pouvaient être plus touchés que d'autres. Est-ce qu'en effet, il y a certains métiers qui vont quand même être fortement impactés par l'IA? Alors, moi, je pense que les métiers où il y a du contact client vont être peu touchés parce que et c'est là où on disait que les agents généraux, c'était un métier en tension. Moi, je pense que l'agent général ou le courtier vont rester en pointe puisque le client, ce qu'il a envie, c'est de voir un humain. Bon. Par contre, tout le process derrière, tout le bac, ça va être vraiment géré par l'IA à terme. Donc, on va dire tous les métiers qui sont plus en tâches sans plus-value, sans valeur ajoutée, eux vont devoir se repositionner et peut-être aller sur des métiers de supervision parce que dans ce qui se passe dans une entreprise aujourd'hui, dans ce qui se passera dans 10 ans, tout aura changé, quoi. Vraiment. Moi, j'ai encore connu l'époque où on lisait les polices d'assurance papier, les avenants, les intercalaires, où on devait faire une synthèse sur un papier, les dossiers étaient papier, on envoyait un fax à l'assureur qui nous répondait 3-4 jours après. Aujourd'hui, on sait très bien que si dans une demi-heure la réponse n'est pas partie, le client se demande si l'assureur existe encore. Donc oui, il y a des choses qui vont changer. Euh, Comment reconnaître une image de sinistre générée par l'IA au lieu d'être réelle? Alors, ceux qui sont dans l'assurance connaissent que j'ai un passé dans la blockchain et l'assurance, que j'ai créé une startup il y a 10 ans qui s'appelait Monuma. Euh, L'IA, en fait, aujourd'hui, peut générer ce qu'on appelle des deepfakes. Alors, je vous ai pas fait un cours sur la vidéo fait par l'IA, mais fait des solutions aujourd'hui qui vous scotcheraient, puisque les teasers de films à Hollywood sont faits par des solutions coréennes aujourd'hui, c'est assez dingue. Donc, les photos de sinistres générées par l'IA qui sont des fausses photos, la seule manière de les certifier et d'éviter qu'on soit face à des problèmes de fraude, c'est de la blockchain. Donc, un jour, l'assureur va devoir se dire, je demande IA plus blockchain pour avoir des données certifiées. En fait, si la blockchain vous dit, la photo a été prise euh, tel jour, telle heure, à tel endroit, eh bien, vous allez avoir la certitude que la photo est bonne. Sinon, malheureusement, vous aurez une incertitude. Donc, je pense qu'il y a une deuxième techno qui va devoir se lier à l'IA assez rapidement, c'est ce sujet de blockchain pour certifier l'information. Voilà. Écoutez, Emmanuel, c'était très clair. Nous approchons 15 heures, donc je pense qu'il est temps de conclure. De toute façon, vous pourrez vraiment retrouver en replay donc ce webinaire donc sur la chaîne YouTube des éditions de l'Argus de l'assurance. Écoutez, on vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt pour nos prochains webinaires. Et merci beaucoup, Emmanuel, pour votre présentation. Merci encore, merci à tous d'avoir participé et à très bientôt.